52 secondes. C'est le temps total qu'a duré l'interaction fatale entre une femme et un lion. Le 12 juin 2021, dans la réserve nationale du Masai Mara au Kenya, la photographe de la faune, Sarah Mitchell, âgée de 27 ans, a activé sa caméra embarquée pour documenter son processus créatif. Au lieu de cela, l'appareil a enregistré les derniers moments de sa vie. Les images capturées depuis son torse montrent son ajustement méticuleux de l'objet sur un troupeau de zèbres, puis une soudaine et violente embardée alors qu'une masse fauve de 190 kg entre dans le champ, la projetant hors du véhicule. L'attaque n'était pas un acte de prédation, mais une réaction explosive à une seule erreur, une violation d'un protocole de sécurité fondamental commise à seulement 14 mètres d'un prédateur parfaitement camouflé. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, nous devons examiner la chaîne de décisions qui ont transformé une quête de la photo parfaite en une tragédie inévitable. Sarah Mitchell n'était pas une touriste imprudente, c'était une professionnelle passionnée avec des centaines d'heures d'expérience sur le terrain, effectuant son 3e voyage dans une région qu'elle considérait comme sa seconde maison. Ses collègues la décrivaient comme étant intensément concentrée, capable de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que le paysage. Une qualité qui rendait son travail exceptionnel, mais qui, ce jour-là, a créé un angle mort fatal. Sa confiance, bâtie sur d'innombrables rencontres sans incident, l'a amenée à croire qu'elle pouvait légèrement enfreindre les règles pour obtenir un angle unique. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo pour soutenir notre travail. Pour comprendre comment une artiste aussi expérimentée a pu commettre une telle erreur de jugement, il faut remonter 11 heures plus tôt, au lever du soleil, sur une savane qui semblait sereine, ignorant qu'une décision prise à ce moment-là mettrait en place toutes les pièces du drame à venir. Sarah Mitchell était bien plus qu'une simple photographe, elle était une narratrice visuelle qui avait délaissé une carrière prometteuse mais prévisible dans le marketing pour se consacrer entièrement à sa passion, capturer l'âme du monde sauvage. Ayant grandi dans la campagne anglaise, elle avait développé dès son plus jeune âge une connexion profonde avec la nature, passant des heures à documenter la faune locale avec un vieil appareil photo que son grand-père lui avait offert. Pour elle, chaque cliché n'était pas une conquête, mais un acte de communication, une tentative de tisser un lien entre l'animal et l'observateur. Elle était animée par la conviction profonde qu'une seule image puissante pouvait inciter une personne à des milliers de kilomètres de là à se préoccuper de la préservation d'un écosystème qu'elle ne verrait peut-être jamais. C'était sa mission, une quête de sens qui la définissait et qui l'avait menée, pour la 3e fois, au cœur du Kenya. Ce voyage était une confirmation de son choix de vie. Le Kenya était, selon ses propres mots, son âme sœur spirituelle. Ses collègues et mentors admiraient son talent exceptionnel pour la composition et sa capacité à jouer avec la lumière naturelle, mais certains l'avaient mis en garde avec bienveillance contre sa tendance à se laisser absorber par l'instant présent. Cette immersion totale lui permettait de créer des œuvres d'une rare intensité, mais elle la poussait parfois à franchir les limites de la prudence pour obtenir l'angle parfait, la photo unique. Ce n'était pas de l'imprudence, mais une passion dévorante, une caractéristique qui faisait d'elle une artiste brillante tout en dissimulant une vulnérabilité latente. Son rêve ultime n'était pas la célébrité, mais l'impact, publier un livre de ses photographies pour partager à grande échelle son message sur la beauté fragile et la puissance brute de la vie sauvage. Le 12 juin 2021 avait commencé sous les meilleurs auspices. Le ciel du Masai Mara était d'un bleu pur, offrant une visibilité parfaite et une température matinale agréable qui promettait une lumière magnifique pour le safari. Sarah s'était réveillée à 5h30, animée par une énergie palpable, impatiente de retrouver la savane. Elle a rejoint son petit groupe, composé de Joseph, un guide local expérimenté et d'un calme rassurant, d'un couple d'Américains en lune de miel et d'un touriste allemand qui voyageait seul. Le programme de la journée était simple mais prometteur. Explorer les berges de la rivière Talek durant la matinée, puis se diriger vers les vastes plaines ouvertes dans l'après-midi.
L'objectif était de photographier la grande migration des zèbres durant l'art doré, ce moment magique où le soleil couchant baigne le paysage d'une lueur chaude et spectaculaire. Pour cette expédition, Sarah portait son équipement habituel, son appareil photo suspendu à son cou, une paire de jumelles et une gourde. Toutefois, un nouvel élément s'était ajouté à son attirage 4 mois auparavant, une petite caméra GoPro fixée sur un harnais de poitrine. Son intention n'était pas liée à la sécurité, mais à la narration. Elle souhaitait filmer les coulisses de son travail pour son blog, offrir à ses abonnés une perspective immersive de son processus créatif et de la majesté de son environnement. Après une pause déjeuner, vers 16 heures, le groupe a repris la route en direction du sud de la réserve. 35 minutes plus tard, Joseph a immobilisé le Land Cruiser ouvert. Devant eux, un immense troupeau de zèbres paissait tranquillement, la scène parfaite que Sarah avait attendue toute la journée. L'incident s'est produit au cœur de la réserve nationale du Masai Mara, un sanctuaire de 1110 km² dans le sud-ouest du Kenya, mondialement connu pour sa densité exceptionnelle de vie sauvage. Le point précis se trouvait à environ 2 km de la rivière Talek, dans une zone de plaine caractérisée par une savane d'herbes courtes parsemée d'acacias solitaires qui se détachaient sur l'horizon. C'était un paysage d'une beauté à couper le souffle, mais qui recelait un danger invisible. La fin de la saison des pluies avait laissé derrière elle des poches d'herbes hautes et denses, atteignant par endroits jusqu'à 1,2 m de hauteur. Ces îlots de végétation offraient un camouflage idéal pour les prédateurs à l'affût, une réalité que tout visiteur expérimenté connaissait mais pouvait facilement oublier face à la sérénité apparente des lieux. Le véhicule était stationné sur une piste de terre battue. À sa droite s'étendait l'une de ces parcelles d'herbes hautes, un rideau végétal dense et silencieux. Les conditions météorologiques étaient parfaites pour la photographie. La température avoisinait les 24 degrés Celsius, une légère brise balayait la plaine et le soleil, entamant sa lente descente, projetait des ombres longues et des teintes dorées sur le paysage. Le mois de juin marque le début de la saison sèche, une période d'intense activité pour les prédateurs. Les proies se rassemblent autour des points d'eau restants, facilitant les stratégies de chasse des lions, dont la population dans le Mara est l'une des plus denses d'Afrique. Ils sont habitués à la présence des véhicules, mais les rangers rappellent sans cesse que cette familiarité ne doit jamais être confondue avec de la docilité. La réserve nationale du Masai Mara opère sous un ensemble de protocoles de sécurité très stricts, conçus pour protéger à la fois les visiteurs et la faune. La règle la plus fondamentale, martelée lors de chaque briefing, est de rester assis à l'intérieur du véhicule en toutes circonstances lorsque l'on se trouve à proximité d'animaux potentiellement dangereux. Il est formellement interdit de se lever, de s'asseoir sur le toit ou de laisser dépasser une partie du corps sur les côtés du véhicule. Les guides sont également tenus de maintenir une distance minimale de sécurité de 25 mètres avec les grands prédateurs comme les lions ou les léopards. Ces règles ne sont pas des suggestions, mais des impératifs dictés par des décennies d'expérience et d'incidents évités, des barrières invisibles entre deux mondes qui ne doivent jamais être franchis. Ce matin-là, comme à chaque début de safari, Joseph avait consciencieusement passé en revue ses consignes avec le groupe, y compris Sarah. Pour elle, qui en était à sa 3e visite, ces règles étaient une seconde nature. Elle les avait toujours respectées, mais sa passion la poussait parfois à flirter avec les limites, se fiant à son instinct pour évaluer le risque. Ce jour-là, aucune alerte spécifique n'avait été émise par l'administration du parc. Aucun comportement animal anormal n'avait été signalé, et aucune zone n'avait été fermée. L'atmosphère générale était celle d'une tranquillité absolue, d'une admiration sereine de la nature. Ce sentiment de normalité, cette absence de signal de danger évident, a créé une fausse impression de sécurité qui allait s'avérer fatale. À 16h40, Sarah photographiait les zèbres depuis plusieurs minutes, mais une frustration créative grandissait en elle. Elle était assise, respectant les règles, mais une des barres de la structure du Land Cruiser interférait légèrement avec sa composition. Le soleil couchant créait une silhouette parfaite sur les animaux, mais cet obstacle métallique l'empêchait d'obtenir le cliché qu'elle visualisait dans son esprit. C'est à ce moment qu'elle a pris sa première décision critique. Plutôt que de demander à Joseph de déplacer le véhicule de quelques mètres, une requête simple et sûre, elle a commencé à envisager une alternative plus rapide. Sa confiance, forgée au fil d'innombrables rencontres sans incident, l'a amenée à sous-estimer le risque invisible qui se cachait à quelques pas d'elle.
Elle ne voyait que son objectif artistique, pas le danger latent. À 16h45, absorbée par sa quête de la photo parfaite, Sarah a pris la décision fatale. Elle s'est mise debout sur le siège arrière, un mouvement qui l'a instantanément placée en violation directe du protocole le plus essentiel. Puis, elle s'est penchée par-dessus la barre latérale, son torse s'élevant d'environ 40 cm au-dessus du bord de sécurité du véhicule. Toute sa tension était concentrée sur le viseur de son appareil photo, son monde réduit à la scène lointaine des zèbres. Le seul avertissement visible, les herbes hautes à sa droite, une cachette évidente pour un prédateur, a été complètement ignoré par son esprit. Le guide, Joseph, momentanément distrait par un mouvement de l'autre côté du troupeau, n'a pas eu le temps de réagir. Sarah était désormais une silhouette exposée, complètement inconsciente qu'à seulement 14 mètres de là, dissimulé par la végétation, un prédateur de 190 kg observait chacun de ses mouvements. À 16h45, le monde de Sarah Mitchell s'était rétréci aux dimensions de son viseur. Penchée au-dessus du flanc du Land Cruiser, le torse exposé à 40 cm au-dessus de la barre de sécurité, elle était entièrement absorbée par la scène qui se déroulait à une centaine de mètres. Chaque réglage de son objectif, chaque ajustement de la mise au point était un pas de plus vers l'image parfaite qu'elle avait en tête. Les zèbres, baignés dans la lumière dorée du soir, étaient les seuls acteurs de son univers. Autour d'elle, la savane semblait paisible, le son du vent dans les herbes et le lointain appel d'un oiseau créant une bande-son sereine. Dans cette concentration absolue, elle était devenue sourde et aveugle à tout le reste, une vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas percevoir, suspendue dans un instant de pure création artistique. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que pendant qu'elle cadrait sa photo, une autre scène se jouait dans un silence mortel. À seulement 14 mètres de sa position, dissimulé dans une parcelle d'herbe haute, un prédateur observait. Il était là depuis au moins 8 minutes, parfaitement immobile, chaque muscle tendu dans l'attente du moment propice pour fondre sur le troupeau de zèbres. Son camouflage était si parfait qu'il ne formait qu'une ombre indistincte au sein de la végétation. La brise qui caressait le visage de Sarah portait son odeur loin des proies, mais directement vers le véhicule. Son attention n'était pas sur les humains, qu'il considérait comme une partie inerte du paysage, mais sur sa cible. La présence de la photographe était une variable qu'il n'avait pas encore prise en compte. L'animal n'était pas un lion ordinaire, c'était un mâle adulte de 7 ans au sommet de sa puissance physique, pesant environ 190 kg. Les rangers locaux le connaissaient, il était le mâle dominant d'une petite troupe qui patrouillait ce secteur de la réserve. Il était en excellente condition physique, sa musculature puissante visible sous une robe fauve et saine. Il ne souffrait ni de la faim, ni d'aucune maladie qui aurait pu le rendre anormalement agressif. Il représentait l'archétype du prédateur alpha, un chasseur expérimenté dont la présence suffisait à maintenir l'équilibre délicat de cet écosystème. Il n'avait aucun antécédent d'agression envers les véhicules ou les humains, son comportement ayant toujours été celui d'un animal sauvage, confiant et prévisible dans son environnement. Son état d'esprit à cet instant précis était celui d'une concentration absolue, un état de conscience aiguisé par l'instant de chasse. Son objectif n'était pas Sarah ni les autres occupants du véhicule. Il était entièrement focalisé sur les zèbres, analysant le troupeau, choisissant sa cible, attendant la moindre faille. L'attaque qui allait suivre n'était pas un acte de prédation dirigé contre un être humain, c'était une réaction explosive, territoriale et défensive. Le mouvement soudain de Sarah, se levant et se détachant de la silhouette familière du véhicule, a été interprété par son cerveau reptilien comme l'apparition soudaine d'une menace ou d'un concurrent inattendu dans sa zone d'attaque imminente, un déclencheur qui a court-circuité sa stratégie de chasse. Pour comprendre la rapidité de la tragédie, il faut considérer la physique brute d'un tel animal. Un lion de 190 kg peut atteindre une vitesse de près de 50 km/h sur de courtes distances. Cela signifie qu'il pouvait couvrir les 14 mètres le séparant en à peine plus d'une seconde, ne lui laissant aucune chance de percevoir le danger et encore moins de réagir. La force de sa morsure, conçue pour broyer les os des buffales, est l'une des plus puissantes du règne animal. Ses griffes, bien que rétractiles, sont des armes redoutables capables de déchirer les chairs avec une facilité déconcertante. Face à une telle combinaison de vitesse, de poids et de puissance, la survie lors d'un contact direct est une impossibilité statistique. À 16h45 et 15, alors que Sarah effectuait un dernier ajustement sur son objectif, le lion a explosé hors de sa cachette.
Le mouvement fut si soudain qu'il ressembla à une détonation silencieuse. Il n'y eut aucun rugissement, aucun avertissement, juste une masse fauve et musclée se projetant à travers les herbes. La caméra embarquée sur la poitrine de Sarah, qui filmait jusqu'alors le paysage lointain, a capturé une fraction de seconde d'un flou fauve se précipitant vers elle, avant que l'image ne devienne un chaos indescriptible. Il a parcouru la distance qui les séparait en 2,1 secondes, un intervalle de temps trop court pour que le cerveau humain puisse traiter l'information et commander une réaction. Le premier contact ne fut pas une morsure, mais un impact d'une violence inouïe. En bondissant contre le flanc du véhicule, le lion a frappé le bras droit et l'épaule de Sarah avec sa patte avant. La force pure du coup a suffi à fracturer sa clavicule instantanément, le son sec se perdant dans le choc. Cette seule frappe a eu pour effet de l'arracher de sa position précaire, la projetant hors du véhicule comme une poupée de rafale. Elle a atterri lourdement sur le sol poussiéreux à côté du Land Cruiser, son appareil photo s'écrasant à ses côtés. La chute elle-même a probablement causé d'autres blessures. Elle a atterri lourdement sur le sol poussiéreux à côté du Land Cruiser, son appareil photo s'écrasant à ses côtés. La chute elle-même a probablement causé d'autres blessures, mais elle n'a eu qu'une fraction de seconde pour réaliser ce qui se passait. L'attaque au sol a duré au total 52 secondes. Une fois Sarah à terre, le lion a immédiatement repositionné sa prise. Avec une précision instinctive affinée par des milliers de générations de chasse, il a appliqué une unique et dévastatrice morsure à la base de son cou. Ses canines ont sectionné l'artère carotide et ont fracturé plusieurs vertèbres cervicales dans un même mouvement. C'était la morsure fatale, conçue pour tuer rapidement et efficacement. La caméra, tombée au sol à côté d'elle, a enregistré pendant 7 secondes des images chaotiques du ciel et de l'herbe, son objectif se couvrant progressivement de terre et de sang. À l'intérieur du véhicule, la sérénité a volé en éclats pour laisser place à une horreur absolue. Les cris des autres touristes ont percé le silence de la savane. Joseph, le guide, a réagi avec l'instinct de survie d'un homme qui a passé sa vie dans la brousse. Il a commencé à klaxonner frénétiquement tout en faisant vrombir le puissant moteur diesel du Land Cruiser, créant une cacophonie assourdissante dans l'espoir de distraire ou d'effrayer le prédateur. C'était un acte désespéré, la seule arme à sa disposition face à une telle furie. Les sons de ses efforts, mêlés aux cris et aux grognements sourds du lion, ont été capturés par le microphone de la caméra GoPro, créant un enregistrement audio glaçant de la tragédie. Le bruit incessant a finalement eu un effet. Après avoir traîné le corps inerte de Sarah sur une distance de 11 mètres plus profondément dans les herbes hautes, le lion a semblé perturbé par le vacarme. Ce n'était pas de la peur, mais une irritation, une rupture de sa concentration. Il a relâché sa prise, a jeté un dernier regard vers le véhicule bruyant, puis s'est retiré aussi silencieusement qu'il était apparu, disparaissant dans la végétation. L'attaque était terminée. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le bruit qui l'avait précédé, un vide soudain rempli uniquement par l'odeur du sang et la réalité insoutenable de ce qui venait de se produire. Il était 16h47. Le lion avait disparu. Joseph, tremblant mais reprenant le contrôle, a immédiatement saisi sa radio pour lancer un appel à l'aide, sa voix trahissant à peine le choc qui le paralysait. « Mayday, Mayday, attaque de lion sur un client. Répétez, attaque de lion. Nous avons besoin d'une évacuation médicale d'urgence. » Tandis que les autres touristes restaient pétrifiés dans le véhicule, incapables de détourner le regard de la scène, Joseph a pris une décision incroyablement courageuse. En dépit du risque que le lion soit encore à proximité, il est descendu du Land Cruiser pour évaluer la situation. Il a atteint Sarah en quelques secondes. La vision était catastrophique. Les blessures étaient manifestement mortelles et la perte de sang avait été massive et rapide. Il a tenté de trouver un pulse au niveau du cou, puis du poignet, mais ne sentit aucune pulsation. Ses années d'expérience lui disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, mais l'espoir irrationnel le poussait à essayer. Il a couvert le corps du mieux qu'il pouvait avec une couverture de secours tirée du véhicule, un geste de dignité au milieu de l'horreur, avant de retourner au Land Cruiser pour guider les secours par radio. La réalité de leur isolement est devenue brutalement évidente. Le site de l'attaque était éloigné de tout poste de rangers ou de campement.
L'unité de secours la plus proche, qui comprenait un médecin de terrain, se trouvait à près de 30 km de pistes difficiles. Joseph a été informé qu'il mettrait au moins 28 minutes pour arriver. 28 minutes qui semblaient une éternité. Pendant ce temps, la caméra GoPro, son objectif obstrué mais son microphone toujours actif, continuait d'enregistrer. Elle a capturé le son du vent, les appels radio désespérés de Joseph et les sanglots étouffés des survivants. Un témoignage audio brut de l'attente impuissante qui commençait. L'attaque elle-même était terminée, mais la tragédie, elle, était loin d'être finie. Chaque seconde qui passait ne faisait que confirmer l'inévitable, transformant l'espoir fragile d'un sauvetage en la certitude d'une récupération. Les efforts qui allaient suivre ne visaient plus à sauver une vie, mais à préserver la dignité d'une jeune femme dont la passion l'avait conduite au cœur de la beauté sauvage, mais aussi à sa rencontre fatale avec sa puissance la plus implacable. La savane, qui quelques minutes plus tôt était une toile de maître, était devenue une scène de crime attendant l'arrivée des témoins officiels. L'équipe de secours, composée de rangers du parc et d'un médecin de terrain, est arrivée sur les lieux à 17h15, exactement 28 minutes après l'appel radio désespéré de Joseph. Le silence qui les a accueillis était lourd, rompu seulement par le vent léger et les sanglots étouffés des touristes encore sous le choc. En s'approchant de la zone où Sarah gisait, les secouristes ont immédiatement compris l'ampleur de la tragédie. Les blessures étaient d'une gravité extrême, incompatible avec la vie. Malgré l'évidence, ils ont suivi le protocole, vérifiant l'absence de signes vitaux et initiant les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Chaque compression thoracique, chaque tentative de ventilation était un geste effectué non plus dans l'espoir de sauver une vie, mais par devoir et par respect. Un dernier effort humain face à la puissance irréversible de la nature. La scène était un tableau sombre de la fragilité humaine face à la force brute de la savane. À 17h19, après seulement 4 minutes d'efforts de réanimation qui se sont avérés vains, le médecin de terrain a officiellement prononcé le décès de Sarah Mitchell. Elle a été déclarée morte sur les lieux mêmes de l'attaque. L'autopsie confirmera plus tard la cause du décès. Un choc hémorragique massif résultant de la section de l'artère carotide, aggravé par un traumatisme cervical fatal dû à la fracture de plusieurs vertèbres. C'était une mort presque instantanée, une conséquence directe de la précision mortelle de la morsure du lion. Pendant ce temps, la caméra GoPro, tombée à ses côtés, continuait d'enregistrer. Bien que son objectif fût obstrué, son microphone est resté actif pendant 12 minutes supplémentaires, capturant les sons étouffés des efforts de réanimation avant que sa batterie ne s'épuise, laissant derrière elle un témoignage audio glaçant et ininterrompu de la tragédie. Le lendemain matin, le Kenya Wildlife Service, l'agence gouvernementale chargée de la faune, a pris en charge l'enquête officielle. Une équipe d'experts est revenue sur les lieux pour procéder à une analyse forensique complète. Ils ont méticuleusement mesuré les distances, de la cachette du lion au véhicule, puis du véhicule à l'endroit où le corps de Sarah a été retrouvé. Ils ont analysé les empreintes, reconstituant la séquence des événements avec une précision clinique. La pièce maîtresse de leur enquête fut la caméra GoPro. Après l'avoir récupérée, les enquêteurs ont visionné les 19 secondes d'images capturées avant l'impact. Bien que chaotique, la vidéo était sans équivoque. Elle montrait clairement Sarah se levant, puis se penchant au-dessus de la barre de sécurité du véhicule, une action qui corroborait parfaitement les témoignages des autres passagers et du guide. Les conclusions de l'enquête officielle du Kenya Wildlife Service ont été rendues publiques 2 semaines plus tard. Le rapport a statué que l'incident était un accident tragique directement causé par la violation par la victime d'un protocole de sécurité fondamental et universellement connu. Les enquêteurs ont déterminé que l'attaque du lion n'était pas un acte de prédation, mais une réaction défensive et territoriale. Le mouvement soudain et inattendu de Sarah, qui a brisé la silhouette familière du véhicule, a été perçu par le prédateur comme une menace directe ou l'apparition d'un concurrent dans sa zone de chasse immédiate. Le rapport a donc exonéré le guide de toute faute professionnelle, soulignant sa réaction rapide et appropriée après l'attaque, et a qualifié le comportement du lion de réaction naturelle et prévisible pour un animal sauvage dans son habitat. La question du sort du lion est rapidement devenue un sujet de débat public intense. Conformément aux conclusions de leur enquête, le Kenya Wildlife Service a pris une décision qui a surpris certains, mais qui était fermement ancrée dans les principes modernes de conservation. Après avoir suivi et identifié formellement le mâle responsable de l'attaque, l'agence a annoncé qu'il ne serait pas abattu.
La justification officielle était claire, le lion n'avait montré aucun comportement aberrant ou anormalement agressif vers les humains. Il a agi comme un prédateur sauvage dans son propre territoire, répondant à une provocation perçue. Le sacrifier aurait été un acte de vengeance et non une mesure de gestion de la faune. Cette décision a réaffirmé le principe selon lequel les humains entrant dans ces écosystèmes sauvages acceptent un risque inhérent et que les animaux ne doivent pas être punis pour leur nature. La nouvelle a été communiquée à la famille de Sarah au Royaume-Uni par les canaux consulaires, les plongeant dans une douleur inimaginable. Quelques jours plus tard, ils ont publié une déclaration publique d'une dignité et d'une grâce remarquables. Tout en exprimant leur déraillement dévastateur, ils ont spécifiquement demandé que ni le guide, Joseph, ni le lion ne soient blâmés pour la mort de leur fille. Ils ont souligné que Sarah comprenait et acceptait les risques inhérents à sa passion et qu'elle n'aurait jamais voulu que l'animal soit puni pour agir selon son instinct. Cette déclaration a eu un impact profond, transformant la perception publique de l'incident. Elle a recentré le récit non pas sur la recherche d'un coupable, mais sur l'amour de Sarah pour une nature sauvage, authentique et sans compromis, une nature qu'elle avait cherché à capturer jusqu'à son dernier souffle. L'existence de l'enregistrement de la GoPro a propulsé l'incident sur la scène médiatique internationale, bien au-delà des cercles habituels de la conservation. La diffusion de purs extraits, soigneusement édités par les médias, a déclenché un débat mondial sur l'éthique de partager de telles images et sur la relation de l'humanité avec la faune. Pour la communauté des photographes de nature et des guides de safari, la mort de Sarah est devenue un puissant rappel des dangers de la complaisance. Les forums en ligne et les publications spécialisées se sont remplis de discussions sur la pression de capturer l'image unique et sur la fine ligne qui sépare le courage artistique de l'imprudence. La tragédie a servi de catalyseur pour une introspection collective au sein de la profession, forçant beaucoup à réévaluer leurs propres pratiques sur le terrain. En réponse directe à la tragédie, l'administration de la Réserve nationale du Masai Mara a mis en œuvre plusieurs changements significatifs et durables. Les briefings de sécurité, autrefois parfois perçus comme une simple formalité, sont devenus plus stricts et obligatoires avant chaque départ en safari, avec un accent renouvelé sur la règle de rester assis. Avec l'autorisation de la famille Mitchell, des images éditées de l'incidence sont désormais utilisées comme un outil de formation percutant pour tous les nouveaux guides, illustrant de manière viscérale les conséquences d'une seule erreur de jugement. De plus, des panneaux d'avertissement plus grands et plus graphiques ont été installés aux entrées du parc, rappelant à chaque visiteur, dans plusieurs langues, que le respect des règles n'est pas une option, mais une question de vie ou de mort. L'héritage de Sarah Mitchell s'est étendu bien au-delà des nouvelles politiques du parc. Pour honorer sa mémoire et sa passion, sa famille a créé une fondation, The Bright Horizon Fund. Cette organisation à but non lucratif se consacre à la promotion de la photographie de la faune éthique et sûre, en offrant des bourses à de jeunes photographes et en finançant des ateliers sur les meilleures pratiques de sécurité sur le terrain. Le rêve de Sarah de publier un livre a également été réalisé à titre posthume, ses plus belles œuvres étant rassemblées dans un volume dont les bénéfices sont entièrement reversés à la Fondation. Son histoire, bien que tragique, est ainsi devenue une leçon sombre mais nécessaire, un rappel permanent que la beauté sauvage que nous cherchons à capturer exige notre plus grand respect. La caméra embarquée que Sarah partait pour documenter la beauté de son art a finalement enregistré une vérité bien plus brute, la frontière infranchissable qui sépare notre monde de celui de la nature sauvage. Elle a capturé non seulement la fin d'une vie, mais aussi la rapidité avec laquelle l'admiration peut basculer dans la tragédie lorsque les règles de cet univers ancien sont ignorées. Sarah Mitchell est morte en faisant ce qu'elle aimait, mais son histoire nous rappelle que la passion ne doit jamais l'emporter sur la prudence. Si ce récit vous a touché, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à découvrir d'autres histoires vraies sur notre chaîne. Car dans la nature, la photo parfaite a parfois un prix que personne ne devrait jamais avoir à payer.